En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. Dans certains cas d'infertilité, il faut s'en remettre au don de gamètes. Ainsi, près de 5000 couples français sollicitent chaque année un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes. En 2018, 777 femmes ont donné leurs ovocytes et 343 naissances ont eu lieu grâce à ces dons. Mais ce n'est pas suffisant. La demande est bien plus forte que l'offre et le délai pour recevoir un don peut aller jusqu'à 2 ans. Pour bien faire, il faudrait au moins 1400 donneuses. Qui sont ces femmes prêtes à partager un peu d'elles ? Pourquoi sont-elles si peu nombreuses ? Et qu'est-ce que ça veut dire en 2021 de donner ses gamètes ? Eh bien, ces femmes, ce pourrait être vous, si vous avez entre 18 et 37 ans et que vous acceptez de donner sur la base du volontariat, de la gratuité et de l'anonymat. Il y a 5 ans, alors que je recevais des donneuses d'ovocytes au Sécos à l'hôpital Cochin de Paris, je croise la route de Chloé, maman d'un petit garçon de 3 ans. Donc je ne suis pas rentrée dans le parcours du don de moi-même totalement. J'ai été inspirée et sensibilisée par une amie qui cherche à avoir un enfant depuis 2 ans avec son mari. Et après des échecs de FIV, on est venu à devoir faire recours au don d'ovocytes. Et puis elle m'a expliqué qu'elle s'était inscrite à Port-Royal, au Sécos, qu'on lui disait pas moins de 2 ans d'attente. J'étais un peu désespérée pour elle. Et elle m'expliquait que pour Port-Royal, en fait, c'était mieux d'amener quelqu'un comme donneuse pour pouvoir accélérer le processus. C'est-à-dire que, bien sûr, la personne qu'elle amenait n'était pas sa donneuse, mais ça permettait de donner à la banque. En tant que sage-femme et en tant que maman, ça me semblait assez naturel. Enfin, je comprenais tellement son désir. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Chloé se rend alors au Sécos, un centre où sont recueillis les dons de gamètes. Virginie Barollange, biologiste de la reproduction à l'hôpital Cochin. Alors un Sécos, littéralement, c'est un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. C'est ce que peut-être plus communément on appelle la banque de sperme pour le sperme. Donc c'est un lieu où sont congelés des gamètes, féminins, masculins. Et donc c'est un lieu où on peut préserver sa fertilité et on peut aussi recevoir des gamètes de donneurs et de donneuses et donc pouvoir recevoir des gamètes. Qu'est-ce qui motive le don, cet acte altruiste et dont on n'attend rien en retour ? Les raisons peuvent être multiples et personnelles et le parcours compliqué. Le processus de don est le suivant, c'est qu'à partir du moment où on a envie de donner ses ovocytes, on prend une consultation et on nous remet un certain nombre d'examens à faire biologiques, entre autres des dosages hormonaux, et une échographie pour regarder un peu les follicules ovariens, s'il y en a, on a suffisamment grand nombre. Et après avoir réalisé ces examens, on reprend rendez-vous, on remet ces examens et ils sont analysés. Et on nous dit si en gros on peut être candidate ou pas. Donc on est reconvoqué, je crois que ça avait mis 1 ou 2 mois. Et là on est reconvoqué avec un gynéco, un généticien, un biologiste et l'entretien avec le psychologue. On peut changer d'avis à tout moment jusqu'au bout. Et puis après, le gynéco nous remet le calendrier un peu médical, avec quand est-ce qu'on arrête la pilule, quand est-ce qu'on commence telle hormone, avec des contrôles échographiques, des contrôles de prise de sang, surtout quand on approche à 1 à 2 semaines de la ponction. Alors, on est convoqué à 7h du matin, c'était assez austère. L'hôpital était vide, je voyais qu'il y avait d'autres couples qui arrivaient et je me disais, il doit y avoir les receveurs là-dedans, en fait. On est des groupes comme ça, mais personne ne se parle. Tout le monde a l'air un peu triste. On est mis dans une chambre et puis on attend qu'on nous appelle. On enfile nos blouses. Et donc, on m'a appelée, on m'a descendu au bloc. J'étais quand même super stressée, j'avais peur d'avoir mal, mais on m'avait dit que ça allait ça pouvait se faire sans anesthésie générale. Et puis, alors, moi, j'avais jamais eu d'anesthésie générale encore, alors ça me tentait pas spécialement. Et je suis tombée sur une interne que je connaissais, en fait, qui était passée dans mon hôpital. Et voilà, quel soulagement, pour le coup, elle m'a donné la main. Et puis j'ai pu lui dire, je suis méga stressée, j'ai peur d'avoir mal.
Et donc, elle était hyper gentille, hyper positive. Et c'est vrai que c'était un peu douloureux, quand même. Mais en fait, j'étais quand même tellement... Je n'arrêtais pas de me dire, c'est une douleur positive. Il y avait ce qu'il fallait à l'écho. Donc, moi, j'en suis ressortie qu'à chaque fois, elle me disait, j'en prends encore un, et j'en prends encore un. Et plus j'avais mal, plus ça veut dire qu'il y avait d'ovocytes, quoi. Donc, je suis sortie, je crois, avec 12 ou 14 ovocytes. C'était jackpot, j'étais hyper contente. C'est un choix compliqué. Valérie Blanchet, sage-femme à l'hôpital Cochin. Un choix généreux de se lancer dans un parcours de donneuse d'ovocytes. Alors, il ne faut pas les chouchouter davantage que les autres, mais être quand même reconnaissant de ce qu'elles font parce que c'est un geste altruiste. Mon don, je l'ai fait franchement par altruisme, je pense, et par générosité, mais j'ai grandi aussi de ce don, en fait. Ça me nourrit, ça m'a renforcée. Je suis fière d'avoir fait ce don. Je pense que les donneuses d'ovocytes, oui, sont des femmes courageuses et elles font ça, je pense, la plupart parce qu'elles pensent que la maternité est quelque chose d'important. Le don d'ovocytes n'est pas toujours bien compris, ni accepté. Il peut diviser, jusque dans la famille de Chloé. Le don de gamètes est un sujet complexe, en fait, mais je m'en suis aperçue pendant ma démarche. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué quand j'ai commencé à l'aborder auprès de ma famille, déjà. Les réactions n'ont pas été enthousiasmantes. Alors, mon mari, il a tout de suite été favorable à ça. Il m'a dit, attention, c'est un traitement hormonal, tu vas faire comme une fécondation in vitro, vivre une stimulation. Voilà, ça peut changer tes humeurs, ton corps. Il voyait bien que c'était pas innocent. En même temps, c'était des amis à nous deux. Il comprenait tout à fait les choses et il m'a plutôt encouragée à le faire. Après, je me suis posé même la question, est-ce que je le dis à mon entourage quand même? Ma mère n'a pas compris et mon père, il n'a même pas dit, il n'a même pas parlé, lui. Ma mère est vraiment partie sur le principe que j'allais avoir un enfant, faire un enfant ailleurs, quelque part. Et donc, elle me dit, après cette regarde, mais déjà, s'infliger le traitement pour la boutade, quand même. Ma mère, elle avait 5 petits garçons, là. À ce moment-là, elle était grand-mère de 5 petits garçons. Et elle espérait avoir une petite fille. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit, ça va être malheureux quand même, tu vas faire ton don d'ovocyte, tu vas voir que tu vas nous faire une fille, que tu la connaîtras jamais et qu'elle sera à l'autre bout du monde et qu'on ne le saura pas. Et donc, je lui dis, je ne vais pas un bébé, je donne une cellule. Dans le don d'ovocytes, mais j'ai été surprise de l'apprendre. Il faut l'autorisation quand on est en couple, pas forcément marié. À partir du moment où on est en couple, demander l'autorisation du conjoint. Alors là, ça m'a surprise, franchement. Donc j'en ai parlé à mon mari. Et après, ça reste une feuille volante qu'on nous remet et qu'on doit remettre à l'équipe. J'ai envie de dire qu'on peut frauder assez facilement puisqu'ils ne demandent pas à rencontrer le conjoint. Mais je trouvais que c'était quand même culotté de demander ça au mari. On me disait qu'à l'époque, dans le don de sperme, il n'y avait pas ça de demander obligatoirement. Donc alors ça m'a encore plus mis hors de moi. Maintenant, j'ai envie de dire, il a signé. C'est mieux pour notre couple, en effet, de toute façon, que nous soyons raccords sur ma démarche. Oui, ça me semblait en soi, pour notre famille, pour notre couple, nécessaire. Mais qu'on aille le justifier auprès des instances, je pense que ça n'appartient qu'à moi, quoi. Pour mon mari, l'idée, c'est que il n'y ait jamais que cette histoire m'appartienne à moi seule et qu'il n'y ait pas de retour possible, cet enfant issu du don, dans notre histoire familiale. Jusqu'au vote de la loi de bioéthique par l'Assemblée nationale en juin 2021, il était impossible pour un enfant issu de PMA de remonter jusqu'aux donneurs et donneuses de gamètes, car une des conditions du don, c'était l'anonymat. C'est une grande complexité, cette question de l'anonymat. Virginie Barollange, biologiste de la reproduction à l'hôpital Cochin. En 1970, quand cette règle a été choisie, je pense que c'était a priori une bonne idée, parce que d'abord ça facilitait le don, et ça permettait vraiment, à mon sens, j'étais pas là, mais je pense que c'est ce que les professionnels qui avaient vraiment réfléchi la chose ont voulu bien faire, et se dire, il faut que le donneur se dissocie complètement de... C'est compliqué, parce que c'est pas vrai, il y a un lien, puisque le gamète est à l'origine de la naissance, mais faire cette différence entre la filiation et le don. Et l'anonymat était un moyen de bien dissocier les choses. Désormais, un enfant issu d'un don pourra accéder, à sa majorité, à l'identité du donneur ou de la donneuse.
Pour celles et ceux nés avant la loi, il appartiendra au donneur d'accepter ou non de se dévoiler. Cette nouvelle règle pourrait inquiéter de nombreux candidats au don et rendre encore plus difficile l'accès aux gamètes pour les parents en parcours PMA. On est déjà en train d'essayer d'évaluer le positionnement des donneurs et des donneuses vis-à-vis du changement de loi, et notamment un point crucial qui est la levée de l'anonymat. Donc ça, c'était la première grande question. Est-ce qu'on aura moins de donneurs et de donneuses parce que les règles changent? Je ne sais pas si cette réponse elle est représentative de tous les sécos de France, et donc je ne répondrai que pour le sécos que je connais, qui est dans Paris et au cœur de Paris. Donc je pense qu'il draine un bassin de population aussi particulier. Et on peut dire que sur ces sondages, parce qu'on appelle ça comme ça, des sondages, les donneurs qui actuellement se déplacent au sécos, si on leur pose la question du changement de leur position vis-à-vis du changement de loi, et pour la plupart, près de 90% répondent que ça ne changerait pas leur démarche, la levée de l'anonymat. Voilà. C'est un peu moins vrai pour certaines donneuses qui sont déjà mères, par exemple, et qui, elles, quand même, sont très attachées à l'anonymat. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait le don s'il y avait une levée de l'anonymat. Et en même temps, je sais qu'il y a plein de psychiatres, de psychologues aussi, qui disent que c'est compliqué de se construire sans avoir accès à ses origines aussi. Alors, on peut chercher très longtemps sa mère biologique, son père biologique. Et donc, je ne sais pas, en fait, si j'ai fait... si je fais bien, je fais bien pour moi. Je ne sais pas si je fais bien pour l'enfant issu du don, mais en même temps, si je le fais pas, il ne serait pas là. Alors, je pense qu'on va avoir moins de donneuses. Déjà qu'il y en a très peu, je pense qu'on va en avoir... La question qui aurait pu se poser, c'est plus l'indemnisation. Voilà, je pense que ça pourrait amener un peu plus de donneuses. Mais la levée de l'anonymat, en ce qui me concerne, en tout cas, aurait été un frein. Mais un frein, pas aujourd'hui, comme ça. En fait, aujourd'hui, on me dirait, tu laisses des informations, etc. Oui, mais en fait, je crois que ça me déstabiliserait. Je reviendrais en arrière. Et si je suis contactée, il y a une instabilité psychologique que ça engendrerait chez moi qui me perturberait vraiment, je pense. Un autre principe régit le don. Il doit être gratuit. Une garantie éthique, parfois remise en question. Sans parler de rémunération, certains évoquent l'idée d'une indemnisation. C'est un principe essentiel, intangible. On ne peut pas commercialiser, effectivement, les produits du corps humain. Et ça, je pense que... Voilà, ça, c'est à titre personnel, mais je pense que ça va au-delà, puisque c'est la position des sécos, c'est au-delà de la loi. En France, voilà, on ne commercialise pas. Mais c'est vrai que quand on suit les patientes, les donneuses, qu'on voit la lourdeur du traitement, dont on prend évidemment en charge tous les frais, on aurait envie de les choyer, de les gâter davantage. Et ça, en ce sens, je pense qu'on peut peut-être progresser. Le fait que le don ne soit pas rémunéré ou indemnisé à la hauteur juste des efforts engagés, en fait. Je ne demande pas à gagner de l'argent, mais j'ai trouvé qu'en fait, par rapport à ce que j'imagine d'un don de sperme, c'est bien plus complexe quand même. Et qu'en effet, il y a eu la disponibilité avant sur les échos, sur les prises de sang, sur le traitement, sur le fait que je crois qu'on me proposait d'être arrêtée le jour de ma sortie. Mais c'est tout. Mais en fait, c'est avant, même pendant le traitement, où je pense qu'on aurait pu me proposer quelque chose. Alors, j'ai eu la prise en charge à 100%, en effet, des frais et le remboursement de mes frais engagés. Il y a posé des journées pour aller faire ça, et après, poser éventuellement 1 ou 2 journées de repos. On m'avait dit, je crois que l'année où j'ai fait, en 2015, il y avait eu 20 donneuses sur le Port-Royal. Et je comprends assez bien, quoi. Et tous ces efforts se font sans savoir ce que deviendront leurs dons. Les donneuses ne sont jamais informées de la réussite ou de l'échec des PMA engagés avec leurs gamètes. On ne peut pas dire aux donneurs ou aux donneuses quel a été le fruit de leur don. C'est vrai, c'est le cas, c'est la règle. Aussi pour qu'il y ait une dissociation et que les donneurs et les donneuses peut-être ne fantasment pas sur ces enfants nés. Et que... Mais je ne sais pas si c'est une bonne raison. Une autre règle, et la règle qui a été mise là aussi en place, c'est de ne pas utiliser le même donneur. La réponse étant pour ne pas donner trop de place symbolique aux donneurs.
On pourrait croire que les scientifiques attribuent les gamètes au hasard, mais pas du tout. Les biologistes du sécos prennent soin de respecter quelques règles. On ne donne pas n'importe quelle gamète à n'importe quel couple. On apparie les donneurs au couple receveur parce que la règle est de ne pas introduire de différence majeure. C'est aussi par rapport à l'intégration au mieux de l'enfant dans son environnement. Alors ça a ses limites parce qu'on sait le mystère de la génétique et qu'on peut avoir des enfants qui ressemblent pas du tout à leurs parents biologiques. Il peut y avoir des vraies différences. Toutefois, le plus souvent, on ressemble quand même un peu à ses parents. Et donc, on va tenir compte de critères morphologiques concernant le donneur et le père, ou la donneuse et la future mère. Et ce sont des critères extrêmement objectifs et jamais sur photo. Ça, ce sont les modalités d'appareillement pour nous. C'est-à-dire, c'est la taille, la couleur des cheveux, la texture, la couleur des yeux et la couleur de la peau, évidemment, l'ethnie. Le nombre de fois où on nous dit « Ah bah oui, on passe notre temps à nous dire que mon fils ressemble à son père ou mon fils à sa mère, inversement quand il s'agit d'un don d'ovocyte alors qu'il s'agit d'un don. » Des fois, je me dis, est-ce que quand même cet enfant, il a un peu de mon caractère, quoi, ou il a un peu de mon physique. Puis je pense qu'il y a un truc un peu narcissique derrière le don aussi, de se dire, est-ce qu'il y a un petit peu de mon bon côté qui est un peu exploité. Par contre, ma phrase toujours intérieure, c'est toujours l'enfant issu de mon don. C'est pas, il n'y a jamais mon enfant qui me traverse l'esprit. Le don m'accompagne encore aujourd'hui. J'y pense. Je peux pas dire souvent, mais par exemple, oui, là, je suis enceinte et j'ai ouvert mon dossier de grossesse et on me demande mes antécédents. Ça fait partie de mon histoire. Je dis que j'ai fait un don d'ovocyte. Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Sarah Koskiewicz, Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.